bienvenue dans le Forêt, devant le château des Cornes d'Urfé, pour une vidéo un peu spéciale, une vidéo exploration, où nous allons partir à la découverte de trésors sculptés de la région. Nous serons accompagnés dans cette aventure par Daniele Rivoletti, maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne, qui va nous montrer quelques trésors cachés dans les églises du Forêt. Suivez-nous. Je m'appelle Daniele Rivoletti, je suis maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et membre de l'Institut universitaire de France. Je travaille sur la sculpture au XVe et au XVIe siècle en Italie et en France. Et aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Loire pour voir des sculptures du XVe et du XVIe siècle qui sont particulièrement remarquables, surtout pour les questions qu'elles posent en termes de géographie artistique. Ce sont des œuvres qui ont été publiées à la fin du XIXe siècle et présentées comme étant des œuvres locales, des œuvres françaises. En réalité, aujourd'hui, elles posent beaucoup de questions, surtout en ce qui concerne l'identité des sculpteurs qui les ont réalisées, leur culture artistique et donc en quelque sorte leur rapport avec le territoire. On verra que ce sont des œuvres qui sont particulièrement intéressantes pour le matériau. On aura des œuvres différentes pour le marbre, l'albâtre, le bois, la pierre calcaire, et des œuvres également de styles très différents. D'ailleurs, celle qui se trouve juste derrière moi, c'est une bonne introduction pour ce parcours. Nous sommes dans l'église de Champolly, et derrière moi, il y a une sculpture de très petite dimension en marbre, très probablement marbre italien, qui représente une Sainte Catherine, une œuvre qui a été publiée dans les années 1890 comme étant une œuvre forésienne, donc une œuvre produite par un sculpteur actif dans le territoire. En réalité, dès le début du XXe siècle, un très grand historien de l'art, Paul Vitry, avait compris qu'il ne pouvait pas s'agir d'une œuvre produite par un sculpteur local, mais plutôt que déjà ces dimensions, une œuvre de petite taille, une œuvre qui pouvait se prêter à être transportée, à être produite dans une ville et envoyée vers une autre. Une œuvre également réalisée dans un matériau, le marbre, qui est certes utilisé en France, mais beaucoup plus en Italie. Bref, tout cela orienté vers la Lombardie. Il avait pour cela fait le nom de Montegazza, un sculpteur sur lequel on connaissait très peu à l'époque de Vitry. Et en effet, lorsque l'on regarde la sculpture aujourd'hui, elle est surtout très intéressante pour ce drapé très cassé, très géométrique. Là, c'est assez impressionnant de voir par exemple ces plis qui forment des angles de 90 degrés, ou encore ces formes très géométrisantes sur le drapé de la Sainte Catherine. Le visage également, qui est une sorte d'ovale avec des yeux très étirés, qui forment des arcs de cercle, bref, un style très géométrique, qui renvoie soit à Montegazza, soit on pourrait dire aujourd'hui plutôt à Amadeo, un très grand sculpteur qui commence à travailler en Lombardie dès la fin des années 1460, début des années 1470. Donc il pourrait, je pense, qu'il s'agit plutôt d'une œuvre réalisée dans le milieu d'Amadeo, peut-être conçue par Amadeo lui-même ou éventuellement réalisée par un collaborateur. Pour cela, il faudrait creuser justement dans cette piste. Il faudrait regarder dans le milieu des collaborateurs d'Amadeo. En tout cas, c'est une œuvre qui est vraiment extrêmement intéressante pour les questions de géographie de l'art, de la mobilité des sculpteurs et en l'occurrence la mobilité des œuvres elles-mêmes. Ça nous montre à quel point, dans le centre de la France, à la fin du XVe
dans la seconde moitié du XVe. Cette œuvre doit dater soit des années 1470-1480, voire un tout petit peu plus tard. Lorsque elle a été publiée pour la première fois, elle avait été associée au mécénat de Pierre de Durfey, et on pensait que son iconographie Sainte Catherine renvoyait à la première femme de Pierre de Durfey, Catherine de Polignac, morte en 1493. Donc on est dans ces années-là, 1470-1480, voire un tout petit peu plus tard. Une œuvre donc produite soit pour les Urfés, soit pour un proche des Urfés, mais non pas sur place, donc depuis un territoire finalement assez éloigné. Et Champolly, nous sommes donc à Champolly, qui se trouve vraiment dans le territoire des Urfés. À côté de nous, on a le château des Cornes d'Urfé, pas très loin, le château de la Bâtie d'Urfé. Nous sommes dans la vallée d'Astrée. Bref, donc c'est un territoire donc, qui est au cœur même du Forêt. Nous voici maintenant à Saint-Marcel-d'Urfé, à quelques kilomètres de Champolly. Nous sommes plus précisément dans la chapelle de la Chira. Et nous voici en face d'une œuvre, une Vierge à l'Enfant, monumentale, qui, elle aussi, elle a été publiée par Félix Thiollier, ce grand pionnier qui, à la fin du XIXe siècle, a contribué grandement à redécouvrir le patrimoine de sculpture du Forêt, et qui a publié avec la Sainte Catherine de Champolly également cette Vierge à l'Enfant. Félix Thiollier, comme pour la Sainte Catherine de Champolly, avait parlé d'une sculpture forésienne. Or, on a vu que pour Champolly, le discours est plus complexe, qu'en réalité, il fallait regarder en direction de l'Italie et de la Lombardie. Ici, en revanche, nous sommes face à un sculpteur qui est bien de culture ou d'origine française, et ça, on le voit à plusieurs arguments. Tout d'abord, le matériau qu'il utilise. À Champolly, on avait du marbre, très probablement du marbre italien, du marbre de Carrare. Ici, en revanche, on a de l'albâtre. Et ça, c'est très précieux. À quoi on reconnaît l'albâtre? Eh bien, si l'on prête attention à certains détails dans la surface même, dans la matière même de la Vierge à l'Enfant, on remarquera des veines qui sont caractéristiques, effectivement, de l'albâtre. On le voit également à sa texture, à sa couleur également, à cet aspect légèrement ciereux, donc, qui permet de distinguer de l'albâtre. On verra également dans la taille de cette Vierge à l'Enfant que certains effets très très doux, certains effets très poussés des détails ont été possibles, entre autres, grâce aussi aux possibilités offertes par le matériau. L'albâtre, effectivement, était, je dirais avec un raccourci, on pourrait dire que l'albâtre était l'équivalent du marbre pour les sculpteurs en France. Certes, en France aussi, on utilisait du marbre, parfois du marbre italien. Mais depuis le Moyen-Âge, on avait eu recours régulièrement à des carrières d'albâtre, dont plusieurs se trouvent en France, dont plusieurs d'ailleurs sont aptes à la sculpture. Par apte, je veux dire qu'on peut extraire dans certaines carrières d'albâtre des blocs, par exemple de marbre, de cette taille, au lieu d'avoir des blocs plus petits et devoir rassembler donc, des morceaux de différentes tailles. Ça, c'est très précieux pour le travail du sculpteur. Dans un très grand nombre de cas, on avait recours à l'albâtre de Notre-Dame de Mézage, dans le sud donc, de la France, et on le faisait venir, on l'acheminait par voie fluviale et par voie terrestre, donc jusqu'au lieu de destination. Ce qui est intéressant ici, c'est donc le matériau, un matériau qui était cher aux sculpteurs français et aux commanditaires français, mais un matériau qui n'était pas local. Donc on voit que cette étiquette, là aussi, de sculpture forésienne, finalement, à la preuve de fait, fonctionne assez mal. Et ce n'est pas seulement le matériau lui-même qui nous l'indique, mais c'est également le style, les modèles que ce sculpteur a eu à l'esprit. Tout d'abord, dans quel contexte chronologique on est?
Ça, on peut le comprendre grâce à l'identité du commanditaire, qui a été identifié par les armoiries qui sont disséminées un peu partout dans cette chapelle de la Chira, sur la voûte, mais également sur une console qui aujourd'hui est murée dans l'un des pans de l'abside, mais qui ne provient sans doute pas de là-bas, et qui porte les armoiries de Claude Reb. Claude Reb était le seigneur de Saint-Marcel et également chanoine de Lyon. C'est lui qui a fait construire cette chapelle, apparemment à partir de 1508. Donc ça, c'est un terminus post-quem, c'est une date à partir de laquelle il faut dater la Vierge l'Enfant en albâtre. Au début du XVIe siècle, une sculpture comme celle-là s'inscrit effectivement, ou plutôt trouve des comparaisons avec des œuvres produites dans l'ancien duché de Bourbon, donc dans un territoire qui a son noyau d'origine dans l'actuel département de l'Allier, Moulins. Et effectivement, dans certaines sculptures qui proviennent de l'église de Jaligny, on peut trouver des éléments de comparaison avec cette Vierge l'Enfant. On le voit en quoi? On le voit surtout à l'ovale assez parfait de la Vierge, avec ses yeux qui s'étirent en amande, assez dessinés, assez finalement bien taillés dans le bloc de l'albâtre. Mais à côté de ces comparaisons avec des sculpteurs actifs sur place dans le duché de Bourbon, il y a quelque chose d'assez troublant, c'est-à-dire que le modèle, la composition de cette Vierge l'Enfant de Saint-Marcel d'Urfé trouve un rapprochement assez direct avec la Vierge l'Enfant de la chapelle du château de la Bourgonnière qui se trouve le long de la Loire, pas très loin d'Angers. Donc nous sommes face à une œuvre qui a là aussi une géographie de comparaison possible qui est assez vaste. Ce n'est pas du tout une sculpture forésienne au sens strict, c'est une œuvre qui dessine une carte de la géographie de la sculpture très complexe, très difficile de cette manière à appréhender. On est face à une œuvre qui incarne parfaitement l'un des aspects marquants de la géographie de la sculpture du XVe et du XVIe siècle, à savoir la grande mobilité des matériaux, des modèles et des sculpteurs. Là, c'est un sculpteur peut-être actif sur place, dans la région, donc non pas bien évidemment qui avait son atelier à Saint-Marcel-d'Urfé même, mais dans la région, mais qui était au courant des grands modèles de la sculpture du début du XVIe siècle qui partaient, qui je dirais, se dégageaient à partir de certains foyers majeurs du Val-de-Loire, comme par exemple Tours. Je pense notamment à l'atelier de Michel Colombe et de ses premiers suiveurs, comme Guillaume Regnault. Qu'est-ce qui nous permet de rapprocher cette œuvre de la Vierge l'Enfant de la chapelle du château de la Bourgonnière? Eh bien, c'est surtout la composition, la pose. On a là la Vierge l'Enfant debout, qui porte un voile sur sa tête et qui tient surtout un enfant dans sa main gauche. L'enfant qui pose très doucement dans ses bras, qui joue avec son linge, et surtout la Vierge, on le voit, elle chatouille doucement son pied avec sa main droite, avec des doigts extrêmement délicats, très très douces. Elle le caresse, elle le chatouille. Il y a un geste de tendresse maternelle qui est très très bien rendu par notre sculpteur. C'est ça le point de rapprochement le plus fort avec la Vierge du château de la Bourgonnière. Si on se rapproche de l'œuvre elle-même et de sa matière, de la manière de laquelle elle a été travaillée, on peut voir tout d'abord ces grandes veines qui permettent de reconnaître l'albâtre. On reconnaît également une usure de surface qui là aussi est typique de la sculpture de l'albâtre. L'albâtre étant un matériau très tendre, il résiste assez mal aux intempéries s'il est exposé à l'extérieur, ou bien au ruissellement de l'eau, à l'humidité. Bref, il suffit de quelques mois, voire quelques années de contact avec une source humide pour que sa matérialité, sa surface commence à se dissoudre très légèrement en surface. Également, c'est l'albâtre qui a rendu possible
de sculpter, de réaliser des détails assez extraordinaires, comme par exemple la bordure du manteau de la Vierge avec un décor de fleurs qui est comme brodé véritablement dans la matière elle-même. Ça, on reconnaît à tout cela la familiarité extrême du sculpteur avec ce matériau et je dirais sa capacité à jouer avec les possibilités de la matière, à tirer au maximum ce que la matière lui permettait de faire. Un autre aspect qui est important en regardant l'œuvre de chaque côté, c'est qu'on se rend compte en regardant l'arrière-plan de cette Vierge à l'Enfant qu'elle n'était pas faite pour être regardée comme on la voit aujourd'hui, c'est-à-dire à 360 degrés, en ronde-bosse, installée sur un pilier derrière un autel. On voit qu'à l'arrière-plan, le bloc d'albâtre a été dégrossi, mais il y a encore les traces du travail de l'outil du sculpteur. On voit également que la chevelure est assez plate, que le voile également est très très plat. Bref, cette sculpture a été faite pour être placée soit contre un mur, soit à l'intérieur d'une niche, dans un encadrement architectural. En tout cas, elle admet un point de vue privilégié qui est celui frontal. Donc, on peut se décaler légèrement sur la gauche ou sur la droite, mais cette Vierge à l'Enfant, elle a été faite pour être regardée de face. Et ça, c'est là aussi l'analyse concrète de l'œuvre qui nous permet de le comprendre. Et nous voici maintenant dans l'église de l'hôpital sous Rochefort. Nous restons donc dans le même territoire, mais on est confronté à une œuvre encore différente par rapport aux deux précédentes en ce qui concerne le matériau. On a vu du marbre pour Champolly, on a vu de l'albâtre avec Saint-Marcel d'Urfé, la chapelle de la Chira, et là, voilà du bois. C'est un matériau qui est différent en ce qui concerne la géographie artistique, mais également les techniques et donc les compétences qu'il appelle. Pourquoi? Parce que le marbre de Carrare et également l'albâtre appelaient des transports depuis des carrières très éloignées par rapport aux lieux que l'on a visités. En revanche, ici, le bois on pouvait se l'approvisionner, on pouvait se le procurer, donc très facilement dans les environs. Par contre, les deux statues précédentes que l'on vient de voir, elles n'étaient pas peintes. Tout au plus, elles pouvaient être dorées. Certains détails comme les chevelures ou les bords du manteau pouvaient être rehaussés avec des dorures. Là, en revanche, le bois appelle, je dirais par sa nature même, un complément en peinture. Cela n'est pas une règle absolue, mais je dirais que c'est la tradition donc dans l'histoire de l'art du Moyen-Âge et de la Renaissance. L'œuvre que l'on voit ici dans l'église de l'hôpital sous Rochefort est donc peinte, mais la face avec laquelle on la voit aujourd'hui n'est plus celle d'origine. Et là aussi, ça c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est-à-dire que des œuvres comme celle-là, qui avaient vocation à garder une fonction religieuse au fil des siècles, devaient être restaurées, rénovées et donc repeintes pour pouvoir garder cette même fonction. Si on regarde certains détails d'ailleurs de la statue, on remarquera même ces différentes couches de peinture, de polychromie qui ont été juxtaposées. Il ne faut pas penser que la face peinte avec laquelle on voit l'œuvre aujourd'hui est celle du tout début. Parfois, des œuvres pouvaient prévoir, là aussi, même s'ils étaient sculptés dans un matériau relativement modeste, pas cher comme le bois, pouvaient prévoir de riches polychromies, des dorures également, donc elles pouvaient arriver à atteindre un prix très élevé par le biais du complément pictural. En l'occurrence, pour la Vierge de l'hôpital sous Rochefort, on ne le sait pas dans la mesure où il n'y a pas d'analyse qui nous permette de dire quelles sont les couches en dessous de la polychromie que l'on voit aujourd'hui, qui se présente à nous aujourd'hui. En ce qui concerne l'identité de l'artiste et la culture de cet artiste, il faut partir encore une fois des données historiques que l'on a. On retrouve ici aussi, à l'hôpital sous Rochefort,
le même commanditaire que l'on a déjà retrouvé à la chapelle de la Chira, à savoir Claude Reb. Celui-ci, en 1497, était prieur à l'hôpital sous Rochefort. Et donc, les historiens de l'art ont attribué à lui, à son initiative, la commande de cette Vierge à l'enfant. On aurait donc là l'image d'un commanditaire qui a investi considérablement dans la production artistique pour asseoir également son image et, je dirais, son contrôle du territoire. Ça, c'est un aspect important de la production artistique qui explique, je dirais, certains détails de la production artistique à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. En ce qui concerne sa culture, la culture du sculpteur, on a là aussi parlé à la fin du XIXe siècle d'une œuvre forésienne. On a vu pour les deux cas précédents que cette étiquette aujourd'hui ne veut pas dire grand-chose, qu'en réalité, derrière ces sculptures, il y a une géographie artistique, une culture artistique très très large. Néanmoins, il est vrai qu'en l'occurrence, pour cette Vierge à l'enfant, on peut dessiner un réseau, on peut esquisser des comparaisons avec des œuvres qui sont conservées encore aujourd'hui dans le territoire ou qui proviennent en tout cas du département, avec une autre Vierge également en bois qui se trouve à Saint-Alban-les-Eaux et avec une troisième Vierge à l'enfant également en bois qui aujourd'hui est conservée au Musée des Beaux-Arts de Lyon mais qui provient de l'église de Beaujeu. Donc il y aurait un réseau de sculptures qui partagent le même matériau, le même style et qui sont en rapport avec la culture artistique du Bourbonnais, du duché de Bourbon de la fin du XVe siècle. Qu'est-ce qui nous permet de les rapprocher? Qu'est-ce qui nous permet également de trouver un élément de comparaison avec le Bourbonnais? Eh bien, il faut pour cela regarder notamment le visage de cette Vierge à l'enfant, assez simplifié, avec une tête assez carrée, un front légèrement bombé, des passages de plans qui sont très réguliers, très doux. Bref, ce sont des éléments que les historiens de l'art ont souvent associés avec la sculpture en bourbonnais de la fin du XVe siècle et pour lesquels on a souvent fait appel à la réception, autrement dit à l'assimilation des modèles de Michel Colombe, qui se trouvait à un moulin au cœur même du Bourbonnais en 1484 et peut-être même avant. Donc il y a effectivement ce langage, cette culture qui nous renvoie en direction de moulin, du moulin de la fin du XVe siècle. D'ailleurs, lorsqu'on regarde cette sculpture, on peut avoir à l'esprit certains détails du plus grand peintre, également qui était actif en Bourbonnais à cette époque, à savoir Jean Hay. Cela ne veut pas dire, bien évidemment, que Jean Hay est intervenu dans la réalisation de cette sculpture, mais qu'il y a eu une circulation des modèles, des langages, des idées, dont l'auteur anonyme de la sculpture de l'hôpital sous Rochefort était conscient. Nous terminons notre périple dans l'église de Saint-Galmier. Et nous voici avec, encore une fois, une Vierge à l'enfant qui est vraiment extraordinaire, et pour son histoire, et pour sa qualité. C'est tout d'abord son histoire, je dirais la manière de laquelle elle a été redécouverte au XIXe et interprétée au XXe siècle qui est vraiment remarquable. Elle a été publiée par Félix Thiollier, dont on a déjà parlé, encore une fois en tant que sculpture forésienne, et immédiatement après sa publication, le conservateur des sculptures du département des sculptures du musée du Louvre, Louis Courageau, qui était également enseignant à l'école du Louvre, a demandé à Félix Thiollier de lui procurer un moulage de cette Vierge pour ses cours à l'école du Louvre. Voilà que Thiollier lui envoie un moulage non pas de la Vierge dans son intégralité, mais seulement du buste de cette Vierge à l'enfant. C'est la raison pour laquelle ces moulages diffuseront une image de la Vierge de Saint-Galmier qui deviendra extrêmement célèbre pendant la première moitié du XXe siècle. C'est comme ça que cette Vierge deviendra une sorte d'icône de la sculpture française, entre guillemets, de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce sera une image que beaucoup
beaucoup d'historiens de l'art, et même, je dirais, que le public cultivé de cette époque connaîtront assez facilement. Donc une image qui a une histoire assez particulière, même dans la conscience patrimoniale de la France au XIXe et surtout au XXe siècle. C'est d'ailleurs aussi cette fortune aussi particulière qui se fait par le biais, entre autres, des moulages, que la Vierge de Saint-Galmier a été prêtée, a été demandée en prêt dans une exposition très importante qui a eu lieu à Paris il y a quelques années et qui était une sorte de summum autour de l'art en France, des arts en France, vers 1500. Une exposition intitulée France, 1500, entre Moyen-Âge et Renaissance. Dans son article, Félix Thiollier, et également dans son interprétation due au moulage que Courageau en donne, cette Vierge a été considérée comme une sculpture vraiment française, une incarnation d'un style français, d'une identité en quelque sorte artistique française de la Renaissance. Ça, c'est très intéressant dans la mesure où en réalité cette Vierge pose beaucoup de questions en ce qui concerne sa géographie artistique, la culture donc, de son sculpteur. On a vu dans un certain nombre d'œuvres tout le long de ce périple, à partir par exemple de la Sainte Catherine de Champolly, qu'en réalité, derrière ces sculptures, il pouvait y avoir une géographie artistique très vaste. On a vu à Champolly un sculpteur du nord de l'Italie, on est face avec la Vierge de Saint-Galmier, face à un sculpteur qui provient peut-être de très loin, mais sans doute, donc non pas de la même région, non pas de l'Italie, peut-être, donc de bien plus au nord. Alors, comment on peut caractériser, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette œuvre? C'est une œuvre qui est d'une qualité étourdissante, surtout dans sa conception de l'espace, et je dirais même dans la taille de la pierre. En ce qui concerne l'espace, on voit que, bien que l'œuvre a été conçue pour être regardée de face, et ça on le comprend très bien par le fait que le dos n'a pas été travaillé, elle a donc été conçue pour être adossée à un mur, peut-être encadrée dans une architecture, mais malgré tout cela, la Vierge nous invite à regarder autour d'elle, certes non pas à 360 degrés, mais en tout cas à l'appréhender sous différents angles de vue. On le voit grâce à quoi? Grâce au fait qu'en la regardant de face, on aperçoit immédiatement ce mouvement de la jambe gauche qui semble s'enrouler sur elle-même et qui dessine de cette manière une ouverture particulière dans l'espace, une manière vraiment de dominer l'espace. Un autre aspect qui nous invite à tourner autour de l'œuvre, c'est la position de l'enfant. L'enfant, certes, on peut saisir son regard, on peut saisir ses gestes lorsqu'on est en face de lui, mais tout de même, il faut se placer là où je me trouve par rapport à la sculpture pour comprendre ce qui est en train de se passer véritablement. L'enfant joue avec un oiseau qui est tenu par le biais d'un lacet par la Vierge elle-même, et c'est à ce moment-là que l'oiseau le mord, donc qu'il le frappe. C'est bien évidemment donc une référence à la passion du Christ, donc ou au sacrifice du Christ. Et pourtant, donc l'enfant attaqué par cet oiseau se retourne sur lui-même. Il esquisse ce sourire, donc ce magnifique geste, je dirais, d'hilarité, que l'on peut appréhender seulement lorsque on quitte la position de face pour se placer sur le côté. Donc il y a une construction très savante de l'espace pour faire en sorte que le fidèle appréhende petit à petit cette sculpture sous ses différents angles. Donc il y a une sorte de séduction, si on peut utiliser ce terme, du spectateur par le biais donc, des moyens de construction de l'espace. Un autre aspect qui est particulièrement remarquable dans cette sculpture et qui nous donne des traces pour dessiner la culture artistique et donc la géographie de ce sculpteur est l'attention portée aux détails du costume, aux détails de la mode. S'il y a quelque chose d'absolument extraordinaire et véritablement inouï dans la région, et quand je dis la région, je parle d'une région au sens large, bien au-delà du département de la Loire,
mais on ne trouve rien de comparable. Par exemple, un moulin à la fin du XVe ou au tout début du XVIe siècle, ou pour le peu que l'on connaît de la sculpture à Lyon pendant la première moitié du XVIe siècle, à Lyon non plus. Et on ne trouve, je disais, rien de comparable en ce qui concerne l'attention portée aux détails du costume. Des choses comme par exemple cette manche à crever dont la surface était intégralement brodée, les manches également ont été décorées avec une bordure très élaborée. Le tissu qui vient habiller le Christ comporte lui aussi un bord très subtilement travaillé. La Vierge est à la tête couverte par un voile très élaboré, très finement travaillé, avec ces cordelettes donc, qui viennent tomber sur sa robe. Et enfin, en bas de son manteau, on a cette bordure, là aussi, finement travaillée par un motif de triangle qui comporte à l'intérieur des décors floréals. Bref, c'est véritablement une manière de caractériser un costume de l'époque, un costume qui nous renvoie à la mode des années 1520, 1530, donc qui doit être peut-être les années 1530, qui doit être la chronologie adaptée pour cette œuvre. Comme je vous le disais, c'est quelque chose d'extraordinaire dans la région. Néanmoins, on peut attribuer à ce même sculpteur au moins une autre œuvre, un groupe statuaire qui provient de la région au sens large, bien qu'il ne se trouve malheureusement plus aujourd'hui dans ce lieu d'origine. Il s'agit d'un groupe de l'Annonciation qui a été fait, ça on le sait, pour l'une des églises de la ville d'Aigues-Perces, dans le Puy-de-Dôme. Aujourd'hui, le groupe est dispersé, il se trouve dans 2 musées à l'étranger, en Angleterre pour la Vierge de l'Annonciation, en Belgique pour l'Ange. Néanmoins, sa provenance originelle est bien connue. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse du même sculpteur. Une autre œuvre que l'on peut attribuer à ce même artiste a refait surface sur le marché de l'art il y a quelques années et se trouve aujourd'hui en collection particulière. Hélas, dans ce cas-là, on ne sait pas d'où elle vient, pour quel contexte elle a été faite au XVIe siècle. Or, ce qui est extraordinaire, c'est que là on est à Saint-Galmier, on a une autre œuvre de ce même sculpteur qui a été faite pour Aigues-Perces. Ce sont 2 villes, certes, du centre de la France, mais assez éloignées l'une de l'autre. On est face donc à la question où a travaillé ce sculpteur, où avait-il son atelier? Était-il un sculpteur du centre de la France? Était-il un sculpteur bourbonnais? Ce n'est très probablement pas le cas. Même si son atelier se trouvait quelque part entre Saint-Galmier, Aigues-Perces, peut-être plus proche de Lyon, ça c'est un point sur lequel il faut encore travailler, sur lequel on continuera sans doute de s'interroger. Mais la culture artistique n'est absolument pas celle du centre de la France. C'est notamment cette attention aussi particulière pour les détails du costume, pour le rendu précis d'une chronologie de la mode, qui est celle donc des années 1520-1530, qui nous renvoie plutôt vers l'art du nord de l'Europe, l'art des Flandres. D'ailleurs, à cet égard, il est remarquable qu'un très grand historien de l'art, Pierre Pradel, dans un texte écrit au début des années 1950, une monographie autour de Michel Colomb, dans laquelle il cite également la Vierge de Saint-Galmier, tout en la considérant comme une œuvre du Bourbonnais, il était tout de même attiré par ces détails, par cette attention au costume, à la mode. Et c'était ce qui lui permettait de parler d'une attention vers les modèles de la Champagne ou de la Picardie. On peut même aller plus loin et se demander si notre sculpteur n'était pas au courant des modèles flamands et peut-être qu'il s'était formé dans les Flandres même. Toujours est-il que son identité aujourd'hui reste anonyme, mais comme on le voit finalement, donc à partir de cette sculpture absolument remarquable pour sa qualité, on peut dessiner une géographie très large. On a vu donc 4 œuvres, des œuvres différentes pour leurs matériaux. La sculpture de Saint-Galmier
elle est exécutée en pierre calcaire. Elle était autrefois polychromée, même si elle a perdu sa polychromie. On a vu une sculpture en bois peinte également, une sculpture en albâtre, une sculpture en marbre, qui n'était pas peinte, celle-là. Une diversité donc de matériaux, mais surtout une diversité de langage figuratif, de culture en quelque sorte artistique, derrière ces 4 sculptures qui vont de la seconde moitié du XVe à la première moitié du XVIe siècle et qui montrent véritablement la richesse et la vitalité de cette région entre la fin du Moyen-Âge et le début de la Renaissance. Avec la Vierge de Saint-Galmier, on arrive donc à la fin de ce périple dans les églises du Forêt. On termine avec une question, avec une interrogation, mais on a vu à quel point beaucoup de matière encore reste à découvrir dans cette région sur l'art de ce territoire. Eh bien, donc, j'espère que ces œuvres vous montrent, bien qu'elles étant silencieuses, vous parlent d'un passé qui mérite d'être encore interrogé et développé. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo sur Coupe Fil Art.